Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Paraculte. Je suis Guillaume Vendée, je suis ravi de vous retrouver et je suis aussi ravi de retrouver celui qui est plus fidèle à Paraculte que les personnes qui ont créé le podcast, c'est Cassim Ketfi. Salut Cassim, comment vas-tu? Salut, ça va? Écoute, voilà, ma place, je profite, tout va bien. On me dit que je peux venir, T'as alors raison. je viens, moi, hein, tu sais. Ah oui, alors tu es toujours le bienvenu et puis en plus on a des chouettes sujets à partager. Alors je rappelle pour ceux qui découvriraient que le podcast, que Paraculte, le principe c'est de vous parler de choses qu'on a aimées, qui sont cultes ou pas. Il y a des choses qui parfois sont un peu confidentielles, parfois c'est des gros titres, ça dépend un petit peu des épisodes. Et on essaye de marier un petit peu des sujets qui peuvent se répondre. Et là, Cassim, on a extrêmement bien travaillé notre épisode, puisqu'on va parler de deux œuvres de thématiques communes, même si les traitements sont fondamentalement différents. C'est de l'espace, et ce sont deux œuvres qui ont été créées par Ronald D. Moore, que je ne connais pas, mais quand même, on a fait en sorte d'avoir deux sujets rattachés par la même personne. C'est pas vrai. En fait, c'est un hasard complet. On voulait parler de Battlestar Galactica et de For All Mankind, et je me suis rendu compte tout à l'heure que c'était la même personne qui était Je l'ai derrière. découvert une minute Tu avant le sais qui est cette lancement de personne? cette émission. On est extrêmement raccord sur ce sujet. Est-ce que tu sais qui c'est, toi, ce monsieur? Est-ce que tu as une étendue de son œuvre en tête? Moi, je suis très mauvais pour connaître les réalisateurs, les acteurs, leurs pédigrés respectifs. Alors, pas vraiment, le nom, maintenant, le nom, je l'avais associé effectivement à Battlestar Galactica parce qu'il a vraiment chapeauté le projet. Ouais. Je sais qu'il a fait ses œuvres sur la série Star Trek, enfin, les séries Star Trek. Mais ça s'arrête un peu là, je t'avoue que je connais pas plus que ça. Très bien. Bon, on a parlé déjà de Star Trek avec Rémi, donc si jamais vous avez envie d'entendre parler de Star Trek avant ou après cet épisode, je pense que les deux sont complètement possibles. Vous avez un très long épisode sur le sujet, et j'aime bien cet épisode parce que moi qui ne connais rien à Star Trek mais qui sais que c'est un monument, vous allez avoir d'une part une description de ce qu'est Star Trek, et puis surtout ça vous recommande par où vous pouvez commencer cet univers qui est vraiment énorme. Je crois que c'est le cas aussi de Battlestar Galactica, si je dis pas de bêtises. Il y a beaucoup de contenu. Oui, mais c'est surtout une série, une seule série télé, et après il y a eu du contenu autour, mais la série télé se suffit en elle-même en fait. Mais oui. Ok. Mais est-ce que tu connais du coup justement beaucoup, tu parlais de Star Trek à l'instant, est-ce que tu connais Battlestar Galactica ou est-ce qu'on fait de cette liste? Eh ben pas du tout. Tout aussi peu que Star Trek, je n'en ai jamais vu, mais c'est pareil, j'en ai entendu beaucoup de choses positives, donc écoute, je me réjouis que tu puisses me décrire un petit peu cette œuvre et que tu puisses me donner envie de dimensionner du temps pour le regarder. Je te propose, Cassim, de commencer de mon côté. Bien parce sûr. que je sais pas si je vais en avoir pour très très long à décrire For All Mankind. En fait, il faut... Donc, on n'a pas vu respectivement Battlestar Galactica. Moi, je l'ai pas vu et toi, tu n'as pas vu For All Mankind. Donc, on a une découverte mutuelle. For All Mankind, donc c'est une série, ça fait partie des séries qui ont été lancées dans la gamme Apple TV+. Donc, les séries qui sont proposées par Apple dans le cadre des abonnements services vidéo. Et c'est une série qui est donc c'est du drama et de l'Uchronie spatiale. En fait, le premier épisode, je suis désolé, je vais le spoiler. Ceux qui détestent être spoilés, éteignez cet épisode ou repoussez-le au sujet de Cassim. Mais en gros, on voit tout un déroulement se faire qui correspond au premier pas de l'homme sur la Lune. Et à la fin de l'épisode, on se rend compte que les mots prononcés ne sont pas ceux qu'on connaît de l'histoire américaine de la conquête de la Lune, mais en plus ce sont des mots prononcés en russe, et donc là ça nous plonge dans cet univers qui est donc une uchronie où la Russie est arrivé ils sont arrivés les premiers à se poser sur la Lune, à poser des humains, et donc on comprend vite que ça reprend tout le contexte des années 70, en l'occurrence de l'année 1969, mais c'est repensé, donc il y a plein d'éléments communs, mais il y a aussi plein d'éléments qui sont changés sur le plan historique, et j'avoue que c'est un exercice qui est toujours un peu compliqué pour moi à suivre en tant que spectateur, parce que il faut être bien connaisseur de l'environnement historique initial pour bien comprendre les changements et les clins d'œil. Et je confesse que je suis pas un expert absolu, de l'histoire de manière générale, mais aussi de l'histoire américaine. Mais cela dit, c'est pas bloquant et on comprend vite qu'il y a des enjeux dont on va pouvoir profiter, même si on connaît pas l'histoire américaine.
On suit donc plusieurs personnages dans cette série. Donc il y a notamment Edward Baldwin et Gordo Stevens qui font partie des personnages qui se posent sur la Lune. On a aussi un personnage qui est vraiment top dans la série. C'est Deke Slayton qui est joué par Chris Bauer. Donc lui pour une fois il joue pas un rôle de flic, mais vous le trouvez souvent dans des rôles de flic, notamment dans True Blood pour ceux qui ont vu cette série. C'est le flic là, le shérif de True Blood. Il y a une ingénieure aussi, Margot Madison, il y a une pilote, Tracy Stevens, et puis il y a aussi une Mexicaine qui est aux États-Unis de manière illégale, puisqu'en fait sa famille a franchi la frontière pour s'installer aux États-Unis, mais ils ont pas le droit évidemment d'être présents sur le sol américain. Aleida, qui s'avère être une espèce de génie jeune, sur une adolescente géniale en matière d'ingénierie et de physique. Et donc on suit tous ces personnages. Donc il y a différents épisodes qui mettent évidemment en avant un personnage plutôt qu'un autre. Ça a tendance à tourner, mais tout ça raconte une histoire qui est celle de donc la conquête de l'espace sous l'angle technologique, sous l'angle spatial, sous l'angle de la conquête, mais aussi avec toutes les interactions humaines qu'on peut s'imaginer avoir, et en mettant l'accent sur des valeurs humaines. Donc il y a notamment le rapport d'égalité entre les hommes et les femmes, il y a le rapport avec les minorités raciales, il y a même l'homosexualité qui est traitée dans la série de manière hyper intéressante, qui est évidemment pointée du doigt à cette époque et qui est extrêmement mal vue. Tu vois, une personne qui est homosexuelle et qui est pilote pour aller sur la Lune, potentiellement si on sait qu'elle est homosexuelle, va être carrément mise de côté. Donc il y a tous ces enjeux qui sont très bien abordés, très subtilement, c'est pas lourd, c'est très bien traité, et accessoirement en plus c'est très 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 beau. Moi je m'imaginais que comme c'était la conquête de la Lune, il pouvait pas y avoir forcément des scènes spatiales incroyables, mais c'est vraiment magnifique, c'est très 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 bien fait, c'est très immersif, il y a vraiment toutes les scènes d'action qui sont très très bien faites, même si c'est pas le caractère fort de la série, on passe pas notre temps à voir des combats dans l'espace comme vous l'imaginez, mais il y a quand même des scènes qui sont vraiment très très présentes, et il y a évidemment la guerre froide qui est tout à la fois prégnante, qui est présente dans chacun des épisodes, mais qui est là en lame de fond, donc il n'y a pas de manifestation hyper évidente de cette guerre froide, donc c'est probablement la meilleure manière d'ailleurs d'aborder ce sujet, c'est de le laisser suggérer au fil des épisodes et pas forcément explicitement traité. Ça c'est très très cool, et il y a des éléments qui sont intéressants aussi à regarder sous notre angle du présent, là en 2021, tel qu'on a nos rapports à la science, à la conquête de l'espace. C'est le fait que dans la série, énormément de décisions sont dictées par les présidents, notamment le président Nixon, qui en gros choisit dans la première saison, il dit il faut qu'on installe une base permanente sur la Lune. Mais ça tient plus de l'enjeu de l'image dans le cadre de la guerre froide et de l'affrontement avec la Russie que d'un vrai souhait scientifique et technologique. Et d'ailleurs, on se rend bien compte que la base, elle est là, qu'elle est exploitée par des scientifiques, mais on aborde très très peu les recherches qui peuvent être faites, les analyses, l'intelligence qui peut être captée de ça. Et tout est basé sur des rapports d'image pour positionner les États-Unis face à la Russie. Alors Russie qui est d'ailleurs pas traité sous l'angle caricatural du mauvais ennemi, même si c'est présenté comme tel de manière schématique vis-à-vis des personnages, mais nous de notre côté en tant que spectateurs, on comprend bien qu'il y a ce rapport d'affrontement, et pour autant, même si on voit pas beaucoup de personnes russes, on comprend que c'est pas les méchants contre les gentils, clairement. Donc une série sur laquelle moi j'ai vachement accroché, sur laquelle la saison 2 est en train de se dérouler, elle se déroule en 1983, donc il y a des éléments historiques qui ont changé, hein. Il y a notamment John Lennon qui a survécu à sa tentative d'assassinat, alors que Jean-Paul II il a été victime lui de la tentative d'assassinat dont il a réchappé dans la réalité. Il y a des éléments qui sont réels malgré tout, donc ils mélangent comme ça les éléments réels et les éléments fictifs. Par exemple, il y a Dallas qui est un vrai carton, et puis Elvis qui est bien décédé. Mais voilà, ils arrivent à bien mêler les éléments historiques qui sont fondés et les éléments historiques qui sont changés
pour une série que je trouve très équilibrée, assez intéressante. Il y a des petits éléments de longueur dans la saison 2 qu'il n'y avait pas forcément dans la saison 1, mais vraiment je trouve que ça mérite d'être regardé parce que, on en parlait dans le dernier épisode de Tech Café, il y a des éléments de guerre froide qui se redessinent de nos jours, notamment dans les affrontements avec les États-Unis et la Chine et la Russie. Et c'est hyper intéressant de pouvoir faire les parallèles avec cette fiction. Donc voilà, j'encourage vraiment vivement, je t'encourage toi Cassie, mais j'encourage les gens qui nous écoutent à aller jeter un coup d'œil parce que derrière le fait que c'est une série Apple TV+ qui recueille souvent pas l'engouement du grand public, eh ben c'est une vachement bonne série, je trouve. Très bien. Est-ce que je t'ai donné envie d'y jeter un coup d'œil? Bien vendu. Je me posais la question de savoir, je vois qu'effectivement, donc comme tu l'as dit, il y a 2 saisons pour l'instant, enfin la saison 2 est en cours. Ouais. Et que la série a été renouvelée visiblement pour une 3e saison. Est-ce que c'est une série dont le concept, à ton avis, peut être étiré comme ça longtemps, ou c'est quelque chose qui... Alors, il y a encore matière à faire parce que, là aussi, je déflore un peu le sujet. La saison 1, en gros, c'est la conquête de la Lune avec, en ligne de mire, l'établissement d'une base permanente. La saison 2 s'appuie sur cette situation, mais tu commences déjà au milieu de la saison 2 à commencer à entreapercevoir la conquête de Mars. Et c'est ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on va tomber dans des environnements où l'Uchronie se base non seulement sur des rapports de force entre la Russie et les États-Unis qui sont différents, mais aussi probablement sur une conquête spatiale qui ne s'est pas arrêtée. Bon, c'est pas vraiment arrêté dans la réalité, mais il faut reconnaître que l'envie d'aller sur Mars est très récente et la conquête de la Lune a été pas mal boudée pendant pas mal de décennies. Et c'est hyper intéressant de revisiter l'histoire en se disant, et si l'humain faisait comme dans les Starcraft et comme dans tous les épisodes de science-fiction, toutes les œuvres de science-fiction qu'on connaît, c'est-à-dire ils ont commencé mais ils se sont jamais arrêtés, ils ont développé des vaisseaux, ils ont colonisé tout ce qu'ils pouvaient. Et je pense que ça peut fonctionner. Maintenant, est-ce que ça va avoir le même intérêt pour plein de saisons? Probablement pas. Moi, je vois bien de la place pour une saison 3. Après, j'ai peur que ça commence à tourner dans de la science-fiction qui soit trop différente de ce qu'on connaît nous aujourd'hui. Donc il faut voir. Moi, en tout cas, les 2 premières saisons, je les recommande volontiers. Et si la saison 3 s'oriente vers effectivement des formes de conquête de Mars, des choses qui restent à peu près tangibles et pas trop de l'ordre de la science-fiction, je pense que ça se recommandera encore. Très bien. Donc c'est créé, on l'a dit, par un monsieur qui a fait Battlestar Galactica. Alors moi j'en ai longtemps entendu parler des Battlestar Galactica parce qu'on me l'a recommandé. On m'a dit c'est une série géniale. Il y a Cédric Bonnet dans Geeking qui ne jure que par ça d'ailleurs, qui en a longtemps parlé. Et je sais que c'est très très recommandé. Alors est-ce que tu peux nous aider à y voir un petit peu plus clair dans Battlestar Galactica, parce que je crois qu'au-delà du nom, c'est une vraie galaxie d'un univers qui est décrit dans la science-fiction et sur lequel ça doit pas être évident de commencer. Il y a beaucoup d'épisodes, non, qui sont déjà diffusés, si je dis pas de bêtises. Alors non, justement, au contraire, c'est alors comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un peu un univers étendu dans lequel il y a plusieurs séries télé, mais la série principale qui raconte une histoire en son sein avec un début et une fin. C'est vraiment 76 épisodes répartis sur 4 saisons, donc c'est des saisons de 10 épisodes de 40 minutes et il y a 4 saisons quoi. Et ça s'arrête là. Donc c'est une série qui est finalement assez courte relativement à ce qu'on a pu connaître sur d'autres séries télé. Voilà, 4 saisons de 10 épisodes, c'est pas le truc le plus long qui existe. Et vraiment, voilà. Ça date de 2004. Est-ce que ça a vieilli? Alors, je pense que ça peut avoir vieilli, mais pas tant que ça, car tout l'intérêt de Battlestar Galactica, c'est que l'univers, c'est pas un univers avec 46 millions d'aliens comme Star Trek ou Babylon 5 ou d'autres univers comme ça. C'est un univers où finalement l'espace n'est qu'un prétexte, j'ai envie de dire, pour l'histoire. Et je vais commencer justement par un peu expliquer le synopsis de base d'origine de la série. Alors la série, il faut savoir qu'elle commence en fait par un téléfilm, c'est un peu particulier. T'as un téléfilm qui lance la série et après l'épisode 1 part du principe que t'as vu le téléfilm quoi, en gros. D'accord. Faut savoir que moi quand j'ai regardé la série, je suis parti de la première saison sans avoir vu le téléfilm, en connaissant un petit peu on me l'avait déjà vendu quoi en gros. Et j'ai réussi quand même à suivre la série. Je l'ai vu plus tard le téléfilm, et bon, qui est très bien pour commencer la série. Je le conseillerais, mais on peut s'en passer aussi si jamais on veut tout de suite attaquer la série.
D'accord. Donc le principe de Battlestar Galactica, c'est qu'on est donc dans un univers complètement fictif où la civilisation humaine vit sur 12 colonies, 12 planètes différentes. Et donc on a vraiment une vie florissante sur ces 12 planètes. C'est incroyable. On est du coup, on doit être 70 milliards à peu près d'êtres humains, à raison de 10 humains, tu vois, par planète. Non, ça fait même 120 milliards, un truc comme ça. Donc voilà, on est vraiment très florissant, tout va bien, c'est génial, la vie est belle. Quand soudain, il y a les Cylons, donc une race de robots, qui attaquent en fait, dans l'univers de Battlestar Galactica, il y a eu une guerre passée avec les Cylons, c'est des robots, et là en fait ils reviennent, ils ressurgissent d'un coup. Et leur attaque, on ne sait pas comment, a réussi à détruire quasiment la totalité de l'humanité. Ils ont en gros tous les codes de défense, etc. Et on se retrouve avec seulement 50 000 humains, pardon. 50, ça ferait pas beaucoup. D'accord. 50 000, ça fait quand même pas très, Oui, pas beaucoup non vraiment plus. pas beaucoup. 50 000. Non, c'est clair. Et donc tout ça, en fait, je suis un peu en train de raconter le téléfilm, mais c'est vraiment l'histoire de base. Et on se retrouve vraiment avec une flotte de seulement quelques vaisseaux spatiaux, dont le Battlestar Galactica, pardon, qui est le vaisseau militaire un peu massif, tu vois, un peu le croiseur dans cet univers-là des humains. C'est le meilleur vaisseau qu'ils aient en termes de militaire, quoi. Et le reste, à côté, c'est une flotte qui est essentiellement civile de quelques vaisseaux. Voilà, avec 50 000 humains, donc je l'ai dit. Et donc c'est pas du tout le même schéma que les rebelles contre l'Empire de Star Wars, parce que si je comprends bien, les robots, on décrit pas forcément un empire non, pas du tout. où les robots s'organisent entre eux, etc. C'est juste une menace, quoi, en fait. C'est une menace. Alors la série t'explique et te l'explique à chaque début d'épisode que les Cylons ont un plan quand même, donc il y a une sorte quand même de stratégie, d'organisation derrière. Ouais. Mais oui, c'est vraiment et puis c'est pas dès que l'attaque commence, dans quelques heures, donc ils sont plus que 50 000, le but de la flotte qui vient de subir ce truc incroyable se met en tête. En fait, les 12 colonies sont toutes crevées. Hein. Il y a eu une attaque nucléaire et tout, donc toutes les planètes et tout, c'est foutu. Donc l'idée, c'est de fuir, en fait, tout simplement. Et il y a une destination, c'est la 13e colonie qui fait office de mythologie, hein, qui s'appelle la Terre. Et donc ils vont se décider à espérer aller trouver la Terre dans l'espace avec cette flotte de seulement quelques vaisseaux, voilà, 50 000 humains. Et donc on a le Battlestar Galactica qui évidemment va avoir une place très importante, qui va être le bras armé de cette flotte. Mais on a aussi un aspect politique, et ça va être vraiment un aspect très fort dans cette série, le rapport entre le militaire et le politique. Puisque il y avait évidemment un gouvernement, c'était globalement une démocratie, hein, et en fait tout le monde est mort dans le gouvernement pendant l'attaque, et c'est en gros la secrétaire à l'éducation qui se retrouve présidente par chaîne de succession parce que tout le monde est mort à part elle. Oh là là, c'est comme si un Jean-Michel Blanquer chez nous devenait président par la force des choses, c'est ça un peu, vraiment on t'explique qu'elle avait pas beaucoup de pouvoir et qu'elle était là un peu, voilà. Et elle se retrouve d'un coup présidente comme ça. Et il va y avoir vraiment pas mal de crises forcément politiques et de plein de choses à réinventer en fait, parce que d'un coup on repasse à une civilisation à taille humaine et du coup il y a plein de questions qu'il va falloir reposer sur même la survie de la civilisation, sans tout déflorer. Je me rappelle d'un épisode par exemple sur la question de l'avortement. Évidemment on était dans une civilisation moderne où l'avortement était autorisé. Mais là, quand il reste plus que 50 000 humains, est-ce que tu veux continuer d'autoriser l'avortement ? Enfin, voilà, il y a des questions qui se posent, qui sont un peu compliquées. Il y a des vrais débats et il va y avoir pas mal d'épisodes qui sont à la fois soit sur le thème, militaire. Il va y avoir pas mal de débats politiques. Il y a aussi pas mal de questions de foi et de religion, évidemment, qui vont se mêler un peu à tout ça. Et c'est pour ça que la série a eu je pense, un si gros succès, c'est que c'est pas une série de science-fiction pour la science-fiction, c'est une série dont le contexte est effectivement de la science-fiction. Il y a des vaisseaux, il y a des combats dans l'espace de temps en temps, mais tout le sel de la série, c'est du drama, c'est des relations entre les humains, c'est de la politique, de la religion, du militaire, etc.
Mais c'est pas voilà, c'est pas les combats qui font l'intérêt de la série, même si ils ont une place évidemment importante. Puis il va y avoir pas mal d'épisodes de stratégie, quand t'as des vaisseaux qui commencent à être tombés à court de carburant, comment on s'en occupe, comment on fait, voilà, est-ce qu'il faut les laisser derrière, etc. Bon bref, il y a à chaque fois Oui, parce que 50 000 humains, il peut pas y avoir suffisamment de monde pour qu'il y ait des réseaux de mécanos de vaisseaux, etc. Enfin, les ressources que les humains conservent sont relativement rares, en fait, du coup. Exactement, il y a pas mal de problèmes, surtout que j'ai pas encore parlé d'un autre élément supplémentaire qui se rajoute dans la série, et qu'on te montre, en fait, dans le téléfilm, et c'est la raison, enfin, c'est le point de cette attaque surprise, en fait, c'est que les Cylons ont réussi à imiter l'humain. Enfin, peuvent se cacher parmi les humains. Et des humains peuvent ignorer qu'ils sont Cylons. D'accord, donc c'est comme les androïdes. Des Cylons peuvent ignorer. Des Cylons peuvent ignorer qu'ils peuvent se croire humains, en gros. Donc là aussi, il y a tout plein évidemment d'intérêts scénaristiques derrière qu'on va aller chercher au fil des saisons. Oui, voilà. Et la série a eu un incroyable succès. Vraiment, elle a gagné, je sais pas combien de prix, parce que elle a une qualité à la fois narrative, aussi de réalisation et de production. Tout à l'heure, tu me demandais si ça avait vieilli. Alors évidemment, les combats de vaisseaux, je pense, ça fait un petit moment maintenant que j'ai vu la série, mais je pense que ça a dû avoir vieilli parce qu'il y a pas mal. Je pense qu'il y a des scènes sur fond vert, etc. Ou des scènes de 3D pour les combats spatiaux qui ont à mon avis dû vieillir, mais ça a pas tant vieilli que ça parce que voilà, l'intérêt de la série est pas là et parce que finalement on passe beaucoup de temps dans les vaisseaux plutôt qu'à l'extérieur et que comme on disait dans l'épisode précédent du podcast, eh bien tu passes du temps dans des vaisseaux qui sont très réalistes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de fenêtres et tout ça, on t'en envoie pas plein d'esbroufs, il y a pas de holodeck incroyable, c'est à l'intérieur des vaisseaux, c'est un peu les années 80, tu vois, en termes technologiques, leur radio, c'est des vieilles CB, c'est un petit peu finalement comme dans For All Mankind pour le coup, parce que c'est vrai que c'est de l'Uchronie, mais ça respecte l'avancée technologique. Donc alors j'ai l'impression qu'ils font des visios mieux que notre propre FaceTime et Skype aujourd'hui dans For All Mankind, mais malgré tout, tu sens que c'est les vieux écrans cathodiques, c'est des boutons, c'est pas des trucs technologiquement très avancés. Donc c'est ça, c'est exactement ça. Mais je comprends que là c'est un petit parallèle qu'on peut faire là-dessus. C'est ça, c'est exactement ça. Mais quand tu t'imagines de la SF, tu t'imagines les écrans transparents, les gens en 3D partout, etc. Enfin, en hologramme, etc. Là, il n'y a pas du tout ça. Et ça, du coup, je pense que ça aide aussi la série à plutôt bien vieillir. Puis un dernier mot sur la bande son, parce que on en parle peut-être pas assez dans les séries télé. Mais là, il y a eu un vrai travail sur la bande son qui est assez fabuleuse, qui est enregistrée vraiment par un orchestre symphonique. Et il y a vraiment des thèmes d'opéra et de composition dans la série qui sont devenus assez célèbres. Et ça fait vraiment partie de la série. On le découvre assez vite. Enfin, il y a vraiment une importance mise sur la musique par rapport à la série qui est très intéressante aussi. Mais c'est vraiment une série que je recommanderais seulement, d'autant que, comme je disais en introduction, je la trouve relativement courte. On est vite mis dedans. Et bon, après, voilà, si au bout de la saison 1, vous accrochez pas trop, je sais pas si ça vaut le coup de continuer. C'est pas la série où je vais vous dire si, il faut essayer. Au bout de la 3e saison, si t'accroches pas, là, tu peux abandonner. Ouais. Là, rare, bon, ouais, voilà, si au bout de la saison 1, vous avez pas accroché, ça vaut pas le coup. Mais c'est une série de 4 saisons, je pense que ça se binge assez facilement. Alors, je vois effectivement qu'il y avait une ancienne série qui s'appelle donc Galactica, j'ai l'impression, sur laquelle il y avait une 20aine d'épisodes, donc c'est plus honorable, dans fin des années 70, donc j'imagine que, alors ça, je sais pas si tu l'as peut-être pas vu, c'est quoi, c'est avant, c'est un remake, en fait, la série moderne est un remake, a priori, enfin, je l'ai pas vu, l'ancienne série, de ce que j'ai bien compris, c'est que c'est une réimagination, un remake de la série des années 80, donc il n'y a pas besoin d'avoir vu la série des années 80 pour voir cette nouvelle série. Okay. Vraiment, la nouvelle série, à part le téléfilm qui sert de pilote, il y a aucun nécessaire, il y a rien à voir d'autre que ça. Et c'est vraiment, une fois que tu as vu ça, si tu es à fond dans l'univers, tu peux aller piocher dans d'autres séries. Mais vraiment, l'essentiel est là, quoi.
Est-ce que, à l'issue des 4 saisons, en ayant vu tous les épisodes, on boucle une histoire, on a une conclusion, ou est-ce que la série s'est arrêtée parce que ils n'arrivaient pas trop à exploiter encore la ressource, la série pour faire d'autres saisons? Non. Est-ce que ça se boucle, bon, sans spoiler, hein, mais Ça se boucle, il y a une vraie conclusion et c'est d'ailleurs c'est très intéressant de découvrir vraiment il y a des moments super forts tout au long de la série, mais évidemment la conclusion. Alors la conclusion fait débat, j'en rentrerai pas plus dans les détails, mais la conclusion fait débat. Moi personnellement, j'aime bien la fin de la série, mais voilà, elle fait débat. Mais au moins, je pense que même en n'ayant pas aimé la fin, toutes les personnes à qui j'ai parlé qui n'ont pas forcément aimé à la fin ont adoré avoir vu la série et avoir un avis sur cette fin, tu vois. Ok. Ouais, donc c'est pas gratuit. On peut la voir où C'est la très bonne question à laquelle j'ai pas eu le temps de vérifier. Mais je regardais sur Netflix, mais j'ai pas l'impression. Ouais, je crois qu'elle est. Il faut l'acheter. Je crois qu'il faut l'acheter malheureusement. J'aimerais bien qu'un service. En ce moment, j'ai l'impression qu'il y a une petite guerre des services de SVOD pour essayer d'aller piocher des anciennes séries, plutôt des séries des années 90 en général ou des débuts des années 2000. Ce serait bien que quelqu'un aille piocher cette série-là, ou dites-nous dans les commentaires si jamais vous l'avez croisée sur un service de streaming, mais non, malheureusement. Je vais aller regarder si jamais elle est dispo sur un service de streaming, par abonnement, etc. Enfin, un Netflix-like, je le mettrai dans les notes de l'émission, dans les notes du podcast. Donc, allez jeter un coup d'œil au moment où on en parle. Si jamais ça vous intéresse, j'aurais fait le boulot là-dessus. Écoute, moi, ça m'a donné envie, Cassim. Je pense que je vais aller faire du click and collect à la Fnac pour récupérer ça. C'est incroyable. Je crois que, si je ne m'abuse, oui, elle est intégralement disponible sur Amazon Prime. Voilà, les choses sont bien faites. J'ai pu vérifier rapidement. C'est vrai que qui n'a pas Amazon Prime, et pourtant je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui passe du temps à regarder de la vidéo sur Amazon Prime, paradoxalement. Enfin bon, je fais des trucs très schématiques, mais j'ai l'impression que c'est un service de vidéo qui est pas très prisé. Pourtant il y a des super trucs dessus, et il y a plein de monde qui est abonné sur Amazon, qui a accès à tout ça sans le savoir. Il y a du boulot peut-être là-dessus. Écoute, merci beaucoup. Moi, ça a achevé de me convaincre sur le fait qu'il fallait que je le mette dans mon planning de choses à regarder. Est-ce que, je pense même que je vais m'organiser pour planifier ça dans les semaines à venir. Je te ferai mon petit retour quand j'aurai pu voir quelques épisodes. Oui, puis. En tout cas. Pardon. Oui. Juste un dernier mot pour dire que, je pense que je l'ai bien expliqué, mais pour dire qu'il n'y a pas besoin d'être fan de SF, c'est aussi une des particularités de Battlestar Galactica, du coup, pour aimer la série. Comme elle marche beaucoup sur des ressorts politiques, dramatiques, etc. C'est pas. Je sais qu'il y a des gens qui sont des fois un peu réfractaires des Star Wars et compagnie, Star Wars, Star Trek et compagnie. Là, finalement, le fait que ce soit dans des vaisseaux tout, c'est secondaire dans l'intrigue, donc du coup. Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin même quand on est réfractaire à la SF, je pense que cette série peut marcher, contrairement à d'autres. C'est peut-être un autre point commun des deux choses qu'on recommande dans cet épisode, parce qu'effectivement, For All Mankind, pour d'autres raisons, mais c'est de la SF qui est très accessible, parce que, alors on a encore moins la notion vaisseau, voyage stellaire, et puis c'est plus historique, mais c'est un très bon point aussi pour Battlestar Galactica, pour embarquer peut-être et découvrir la SF. Écoute, je pense qu'on a bien donné notre sentiment sur ces éléments, mais qui méritent aussi d'avoir vos retours si vous avez déjà vu Battlestar Galactica ou For All Mankind. Surtout déposez votre petit commentaire, sollicitez-nous sur les réseaux sociaux, et si jamais il y a d'autres choses, alors si déjà vous l'avez vu, dites-le nous, et si jamais ça vous donne envie, dites-le nous aussi, et s'il y a d'autres choses que ça vous évoque, n'hésitez pas également à nous le partager, peut-être que ça fera écho à de futurs épisodes. Cassim, merci beaucoup de m'avoir accompagné pour cet épisode de Paraculte. Tu peux nous rappeler maintenant où est-ce qu'on peut te retrouver à titre individuel, Cassim? Mais c'est toujours un plaisir d'être là, donc merci pour l'invitation. Et on peut le plaisir est partagé. On peut me retrouver sur Twitter @notcassim, NOTCA2SIM. Merci beaucoup Cassim. Alors moi c'est Guillaume Vendée, vous retrouverez probablement à peu près tout ce que je fais sur guillaumevendée.fr, notamment un épisode, un podcast hebdomadaire sur l'actu tech, Tech Café, vous le trouverez dans toutes les bonnes apps de podcast. Je compte évidemment beaucoup sur vous pour faire connaître Paraculte autour de vous, partager l'épisode, surtout s'il y a des personnes de votre entourage qui refusent de s'intéresser à la SF, peut-être que vous avez entre les mains un outil parfait pour leur partager, leur faire découvrir
des contenus qui leur feraient aimer la SF. Ça mérite qu'on aime la SF, c'est tellement beau. Merci beaucoup en tout cas de votre écoute. Merci à toi Cassim d'avoir répondu présent une fois de plus dans cet épisode de Paraculte. On se dit rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de podcast. Ciao à toutes et à tous. Ciao.